dans Paix et Citoyenneté, l'émission qui éclaire, sensibilise et mobilise pour un monde plus juste et harmonieux. Chaque mardi et vendredi, nous parlons engagement citoyen, valeurs de paix et développement durable. Ensemble, construisons un avenir de dialogue, de respect et d'action positive. Restez connectés, c'est maintenant avec Richard Besson et ses invités sur RTJVA. Réel plaisir de vous retrouver une fois encore dans notre rendez-vous incontournable de paix et citoyenneté. Ce rendez-vous pendant lequel nous discutons des thématiques de paix, où nous parlons de ces éléments qui vont nous permettre de lutter contre la désinformation et les vices sociaux. Cette émission pendant laquelle nous invitons donc ces personnes-là de qualité, ces leaders qui partagent surtout leur vision avec nous. Chers téléspectateurs, merci une fois encore d'être au rendez-vous, car aujourd'hui nous avons encore la chance d'avoir ce leader, cette personne-là qui n'est plus à présenter même. Il était passé ici entre-temps pour nous aider sur plusieurs thématiques. Aujourd'hui, il a encore fait autant pour moi l'honneur d'être présent pour pouvoir nous aider, nous éduquer, partager aussi ses idéaux avec nous aujourd'hui. Et j'ose croire que nous sommes prêts à bénéficier encore de ces avantages-là. Le thème qui retiendra notre attention ce soir n'est plus des moindres, mais c'est une nécessité. Je veux dire la cherté de la vie actuelle, les enjeux et défis. Et quelle responsabilité des jeunes pour une paix durable. Voici la thématique autour de laquelle nous allons discuter donc aujourd'hui. Sans plus tarder, permettez-moi d'introduire très rapidement notre coordonnateur de l'ONG MJPP Grand Lomé, qui intervient bien sûr dans plusieurs autres domaines d'activité. Merci de nous aider. Je voudrais dire bienvenue, Monsieur Oglo Komla. Merci, Monsieur Richard, et merci pour la radio-télévision JVA pour l'occasion qu'elle nous donne. Et merci aussi à mes chefs hiérarchiques qui me font confiance et qui me donnent cette occasion de venir m'exprimer vis-à-vis de la jeunesse. Merci. Alors, merci infiniment une fois encore pour votre présence ce soir, pour partager des idées autour de cette thématique aujourd'hui. C'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, la thématique, quand je tiens à rappeler cela, on dit la cherté de la vie actuelle, les enjeux et défis. On dit quelle responsabilité des jeunes pour une paix durable. C'est le thème qui nous retient pour ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà qu'est-ce que vous mettez dans la cherté de la vie? On dit cherté de la vie dans le contexte actuel. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? D'accord, merci beaucoup. Et tout d'abord, je tiens à préciser que quand nous suivons bien le thème, la cherté de la vie, enjeux et défis, et si nous lions une paix durable à cela, ça voudrait dire que nous voulons parler de ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, qu'on peut initier et les engagements qu'on doit prendre chacun à son niveau pour qu'il n'y ait pas une déstabilisation. C'est-à-dire quand nous parlons de paix durable vis-à-vis de la cherté de la vie, ça veut dire que la cherté de la vie peut nous déstabiliser en tant que jeunes. Et ça peut créer beaucoup de soucis. Quand je parle de soucis, ça peut être des projets d'aventure, ça peut être une manière moins décente de vivre, ça peut être également les difficultés dont nous faisons face en tant que jeunes quand nos parents comptent sur nous et de nos propres responsabilités dans tout ce que nous devons faire dans les besoins de tous les jours. Donc, s'il y a cette cherté de la vie, qui n'est pas utilisé autrement ou bien qui n'a pas trouvé de solution adéquate, je pense que ça peut déstabiliser la jeunesse et ça peut nous inquiéter en matière de quiétude et de l'apaisement. Alors, merci beaucoup. Vous avez parlé de déstabilisation, de soucis, des difficultés liées au projet d'aventure et tout. Cela voudrait bien dire simplement qu'il y a des facteurs, autrement dit des éléments qui sous-tendent donc cette cherté de la vie que nous sommes en train d'appréhender aujourd'hui. Alors, quels peuvent être donc ces défis-là ou ces facteurs
qui occasionne donc cette cherté aujourd'hui selon votre opinion? D'accord, merci beaucoup. Oui. Je dois reconnaître aussi quand même, quand nous parlons de la cherté de la vie, ce n'est pas la hausse des prix exagérée ou bien je ne sais pas comment l'exprimer pour donner vraiment l'essence que je veux donner à mon expression. Mais il y a une chose que nous devons comprendre aussi. La cherté de la vie est différente de cette volonté de rester dans le stand. Je ne sais pas si vous dites le standard. Dans le... Bien se contenter de ce qu'on a déjà. Non, pas de se contenter de ce qu'on a. On ne peut plus accepter, on ne peut plus, il n'est plus possible que nous achetons le bol de maïs comme on l'achetait il y a de là 5 ans. Il n'est plus possible de continuer par louer les chambres, une pièce, les studios, les chambres salons, les villas, au prix qu'on louait ça il y a de cela 10 ans, 5 ans, 10 ans. Bien évidemment. Donc, il y a évolution en toutes choses du moment où le prix n'est plus standard au niveau du dédouanement, n'est plus standard au niveau d'achat des matériels. Donc, c'est une évolution normale, normalement. Mais maintenant, là où il peut y avoir de soucis, c'est quand il n'y a pas des accompagnements directs. Et nous pouvons sentir que ça ne va pas. Sinon, c'est relatif en quelque sorte. Pourquoi elle dit que c'est relatif? Je ne vous coupe pas la parole, mais quand on parle déjà de la cherté de la vie, est-ce que quand on dit quelque chose est cher, ça voudra dire que on a augmenté consciemment une valeur pour la chose, n'est-ce pas? Bon, quand nous parlons de la cherté de la vie, par exemple, dans des pays voisins, nous pouvons dire, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous pouvons dire, par exemple, au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le puits que nous achetons au Togo à 25 francs n'est pas à 25 francs au Burkina Faso. C'est à 50 francs. Je donne juste un exemple. Voilà. Mais on ne parle pas de la cherté de la vie là-bas en tant que telle. Parce que on peut supposer que si nous voulons voir, par exemple, leur SMIC par rapport aux charges, on peut conclure que les gens ne se plaignent pas parce qu'on a les moyens de le faire. Là, nous pouvons crier de la cherté de la vie du moment où nous n'avons pas les moyens de faire ce dont nous avons besoin. On peut se plaindre. Mais si nous avons les moyens de le faire librement et sans souci, personne ne se plaindra. Donc là, c'est justement là où il faut voir. Ça veut dire que c'est les conditions qu'il faut améliorer. Et il faut, je ne sais pas s'il faut dire améliorer, mais c'est les conditions qu'il faut s'améliorer. Et il faut prendre conscience de la situation pour comprendre que, de toute façon, le bol de maïs ne reviendra plus à 250 francs. Oui, mais cela me pousse exactement à rentrer dans la question, à demander le capital humain aujourd'hui. C'est-à-dire, si on quitte déjà le bol de maïs, par exemple, de d'haricots, tout ça là, qui augmente et tout ça, là, on trouve ça normal. Non. Mais le capital humain, aujourd'hui, je veux parler des services, puisqu'il n'y a pas seulement des biens, il y a bien d'autres choses. Est-ce qu'aujourd'hui, le capital humain qui est en train de prendre aussi de la valeur, cela est dû à quoi exactement? Non, de toute façon, ce que nous devons dire, c'est quand je prends l'exemple de bol de maïs et des choses terre à terre, c'est juste pour parler de ce dont nous avons besoin quotidiennement pour nous sentir mieux. D'accord. Ça dit ne pas être affamé, ça c'est des besoins directs. Bien se vêtir, se loger, c'est pourquoi je parle de cela. Mais quand nous prenons les frais de scolarité, il y a de cela 50-10 ans dans les écoles privées, ce ne sont plus pareils à nos jours. Donc il y a une augmentation progressive. Et quand nous prenons 1 litre d'essence, ce n'est plus le prix actuel. Maintenant, nous ne pouvons pas nous attendre de voir ça revenir à la baisse forcément, mais c'est de voir quelles dispositions devons-nous prendre pour pouvoir supporter ces coûts, ces charges-là. Il y a une différence. C'est pourquoi il dit que c'est une évolution normale des choses. Nous parlons de la cherté de la vie, c'est par rapport à notre niveau de vie. Ce que moi je peux me plaindre pour faire sortir 10 000, 20 000 francs achetés tout à l'heure, ailleurs quelqu'un peut faire sortir 100 000 francs pour l'acheter sans se plaindre. Ça dépend du niveau. C'est pourquoi quand je parle de la cherté de la vie, ça veut dire que nous devons prendre conscience d'une chose. Et c'est lié extrêmement à ce que moi je dis souvent le fonctionnariat ou l'assistanat. Moi, à mon sens, selon mes analyses, c'est ça. Puisque aujourd'hui, nous devons comprendre quand même que nos conditions de vie, et ce n'est pas ça. Mais avant aussi, ce ne l'était pas pour d'autres. Moi, par exemple, qui vous parle, vous ne pouvez pas imaginer que
dans mon enfance, selon l'éducation que moi aussi j'ai reçue à la base, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller chercher des fagots de bois et revenir vendre clandestinement à l'insu de mes parents pour accompagner le peu qu'on me donne. Effectivement. Parce que le papa n'aime pas qu'on fasse ce genre de travail, mais nous nous entêtons pour le faire, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. J'ai porté dans mon enfance des culottes trouées. Voilà. À la rigueur, parce que tu as fait des bêtises, on ne revient plus. J'ai marché pieds nus, parce qu'on t'a acheté des sandales au cours des parties de jeu, tu égares ça. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, moi, mes enfants ne sont plus dans ces conditions aujourd'hui. Dieu merci. Mais je peux parler de la cherté, quelqu'un peut parler de la cherté de la vie alors que mes enfants ne vivent plus les mêmes conditions que moi j'avais vécu. Parce que l'homme est toujours à la recherche du meilleur, du mieux. Voilà. Donc, nous devons toujours nous plaindre. Mais la question qui se pose, quand quelqu'un se plaint aujourd'hui, comment faire pour construire une cabane? D'autres se plaignent pour comment faire pour nourrir les enfants toute la semaine. D'autres se plaignent même pour les besoins élémentaires de leurs parents. Au même moment, il y a des gens qui font leurs activités normalement, qui érigent des maisons, des villas. Est-ce que cela n'est pas dû aussi au fait qu'il n'y a pas une redistribution équitable des richesses? Cela, selon ce que vous êtes en train de dire. Parler de redistribution équitable des richesses est une chose. Oui. Mais en dehors du partage équitable des ressources dont nous parlons, qu'est-ce que je me prépare à faire? Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis beaucoup plus avec les jeunes d'une manière ou d'une autre. Et les jeunes aujourd'hui, ils empilent les diplômes, les attestations. Mais le savoir-faire pose problème. Effectivement. Si j'ai déjà 5-10 diplômes déjà, au lieu de me concentrer sur un domaine d'activité, observer comment les autres le font déjà, quelles sont les failles, quelles sont les insuffisances, l'améliorer, l'exécuter à ma manière pour prendre de l'élan, on pense que les ressources ne sont pas bien distribuées d'abord. On pense qu'on critique la gouvernance. On pense qu'il y a ci, il y a ça. Et ça nous arrive à nous abandonner. Effectivement. Mais avant de revenir sur ça... On pense que ce qui nous arrive provient des autres. Mais toi-même, concrètement, quelle est ta responsabilité? Oui, avant de revenir sur ça, admettons quand même que quand nous parlons de la cherté de la vie, de la hausse des prix et tout ça, là, cela a des impacts notamment sur les jeunes aujourd'hui. Si nous prenons les finances aujourd'hui, qui à l'époque n'était pas un grand souci, où nous avons transcendé les époques de troc et tout ce qui vont avec. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces événements, ou bien il n'y a pas cette facilité aujourd'hui, surtout sur le marché local et bien d'autres. Alors, si nous allons transcender tous ces événements, ça veut dire qu'il y a de l'impact, il y a de changements, mais qui détruit et nécessite beaucoup plus d'efforts pour la jeunesse en termes de recherche de gains et tout ça là aujourd'hui. Mais si évidemment les conditions ne sont pas bien réunies pour ces jeunes-là, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent s'en sortir facilement? Mais deuxième chose, l'impact que nous pouvons dire aujourd'hui de cette cherté de la vie que nous qualifions déjà, sans pour autant agir sur les jeunes cette minorité peut-être, qui refusent peut-être de travailler. Alors, est-ce que cela n'a pas d'impact réel sur ces jeunes-là aujourd'hui, si nous parlons de la cherté de la vie? C'est ce que je dis, que nous devons aller vers une reconversion de mentalité et nous devons revoir notre manière de faire les choses et de voir les choses. Nous voulons trop rester dans le standardisme, si je peux le dire. Les choses évoluent, il faut qu'on évolue. Moi, je n'ai pas fait l'économie à l'école. Je ne suis pas non plus très rattaché aux institutions qui sont dans l'étude et l'évaluation des charges de l'État vis-à-vis de la population. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des subventions qui se font. À quel niveau, je ne sais pas. Maintenant, vis-à-vis des moyens que dispose notre pays, est-ce qu'on le fait autant? On peut faire beaucoup plus que ça? Je ne saurais le dire. Mais tout ce que moi je dis que nous devons voir les premières responsabilités en nous-mêmes d'abord. Qu'est-ce que je fais? Ce que je fais aujourd'hui, est-ce que l'employabilité est là? Ce que je fais aujourd'hui, quel est l'avenir de cela? Nous voulons vivre au quotidien, c'est ça?
Parce que j'étais, pas plus qu'aujourd'hui, j'étais dans une chambre de métier. Il y a des milliers, il y a des centaines des apprentis sur le plan de la couture, la haute couture, la coiffure et tant d'autres, même d'autres formations aussi, qu'il y a des milliers qui ont déjà fait cette formation mais qui sont là. D'autres sont devenus seulement des couturiers de leur famille. D'autres sont des couturiers de leurs amis et de leurs proches. Mais est-ce que eux tous, ils peuvent devenir un jour des patrons, des patronnes couturiers? C'est ça la question qui se pose. Mais à côté de cela, il y a d'autres domaines, des métiers d'avenir dont on cherche même la compétence, on ne trouve pas. Je sais si vous comprenez. Donc, vous êtes en train de chercher à faire la même chose. Continuer pas à faire la même chose ne donnera pas. Quand je reviens sur le même secteur d'activité, j'aime bien les artisans, mais c'est la remarque que je leur fais. On ne peut plus continuer pas à faire la haute couture comme l'ont fait nos parents dans le temps. C'est pourquoi, c'est parce qu'on continue la plupart dans la même direction, dans le même sens que aujourd'hui, il y a des structures qui ont besoin des accoutrements, des costumes, des tenues pour leur personnel, mais ils demandent la conception sur l'échiquier international. Alors que si on s'améliore, si on s'organise, si on revoit notre manière de faire les choses et on l'améliore, je pense que si nous avons la capacité de travailler à la chaîne, de coudre sur des versions prêtes à porter, on te dit qu'il y a 100 personnes qui ont besoin de la taille ou comme du numéro S, M, L ou XL, je suis capable de coudre ça au moins à 95%. Mais est-ce qu'on sait le faire? Est-ce que les couturiers s'engagent maintenant dans les coupes patrons? C'est la question qui se pose. Donc nous devons chercher toujours à innover. Et quand nous innovons, bien sûr, au moment où d'autres ne trouvent même pas à faire, moi je connais des tailleurs, des couturiers que je ne peux pas donner leur nom, mais qui sont débordés. Quand tu vas chez eux, ils te diront que donne-moi 2 mois, donne-moi 3 mois avant de pouvoir te satisfaire parce que il y a tellement de choses à faire. Alors qu'il faut créer d'autres créneaux avec les anciens apprentis qui sont partis. Tout le monde n'est pas obligé d'aller ouvrir un atelier. Mais est-ce qu'on peut reconnaître quand même que cette cherté de la vie existe, mais qu'il faut avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de voir les choses? Naturellement, oui. Naturellement, oui, la cherté de la vie existe, mais c'est relatif, comme je l'ai dit. Effectivement. C'est tout à fait relatif. Parce que et si nous continuons, c'est parce que c'est la jeunesse qui est beaucoup plus touchée aujourd'hui. La jeunesse est touchée comment? C'est ce que je veux comprendre. Oui, parce que ce sont des réels défis aujourd'hui si nous parlons. Vous voyez, nous aimons beaucoup plus parler des causes et des conséquences. Nous allons parler des conséquences sans revenir aux causes. Bien sûr. Je vais juste vous demander un petit exercice les semaines à venir ou la rentrée prochaine. Il faut aller voir combien d'élèves choisissent les séries techniques. Les séries industrielles au lycée technique d'Adidogam ou dans les lycées privés, les lycées techniques. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils comptent faire après leur formation. Vous n'aurez pas de réponse. Allez essayer. Vous demandez-leur, d'après la compétence, le domaine de compétence dans lequel vous vous formez, il y a combien de structures au Togo ou dans la région qui peuvent vous employer? Quel est leur salaire de base? Ils ne peuvent pas vous répondre. Mais cela ne revient pas exactement à un rôle de responsabilité partagée. Imaginez que vous avez votre enfant qui est là aujourd'hui, qui doit choisir peut-être une filière et doit s'aventurer peut-être dans un domaine. Vous, en tant que parent, par rapport à quoi? C'est ça, vous êtes peut-être un parent, vous avez eu peut-être des analyses que ce jeune homme n'a pas encore eu. Alors, il faut maintenant une façon d'orienter les jeunes plus autrement. Cela va leur favoriser la tâche. Imaginez un jeune qui ne comprend pas encore le système d'emploi peut-être du pays, qui ne comprend pas l'insertion professionnelle, le domaine de l'insertion professionnelle. Mais il revient normalement, si vous laissez peut-être à l'enfant peut-être seul de pouvoir faire ce choix, il reviendra toujours à ce galop et cela constituera encore un poids pour les parents. À ce que je pense à thème d'analyse. Merci, monsieur Richard. Vous savez, quand je parle en termes de reconversion de mentalité, c'est en cela justement je veux en venir. D'accord. Nous, les parents, nous sommes beaucoup plus contents que nos enfants aient des diplômes brillamment. Nous sommes beaucoup plus contents que, d'accord, tu vas à l'école, tu travailles bien. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la faute à nous tous, ce n'est pas la faute non plus à nos enfants. Mais un enfant,
Ça, quand nous parlons de l'orientation aussi, il y a parfois les parents qui veulent satisfaire leurs besoins, leur acte manque, c'est-à-dire leurs besoins, leur volonté manquée vis-à-vis de leurs enfants. La parent te dit que c'est ce que je veux que tu fasses. Mais l'enfant ne se retrouve pas dedans. Mais c'est ce que l'enfant va faire juste pour satisfaire l'envie de papa. Qu'est-ce que tu veux que l'enfant devienne en lui imposant cela? Est-ce que nous demandons suffisamment qu'est-ce qui émerge en ces enfants-là, qu'est-ce qu'il veut devenir, qu'est-ce qu'il veut faire, et est-ce que nous avons réellement les moyens de les accompagner pour arriver? Si ce n'est pas le cas, comment nous voulons les aider à y arriver? Donc tout ça là, c'est des enjeux. Maintenant, quand nous revenons maintenant à la base, quelle formation font nos enfants? Et ils le font à quelle fin? Moi, je dis, tu peux proposer un emploi aujourd'hui à un jeune qui peut commencer par gagner 200 000, 300 000, 500 000 par mois, mais il refuse parce qu'il est à la poursuite de son diplôme. Mais la question qui se pose, le diplôme, d'accord, mais si tu ne ménages pas pour trouver les moyens, pour trouver le moyen nécessaire avec le diplôme ou après le diplôme ou avant le diplôme, ce qui va se passer, c'est que tu auras le diplôme, mais tu iras te chercher chez ceux qui n'ont pas fréquenté. Effectivement. Chez ceux qui n'ont pas allé à l'école, n'ont pas été à l'école. Juste parce que eux, ils vont t'acheter pour ta compétence que tu as, mais tu n'as pas les moyens. Donc, justement, c'est pourquoi moi, je dis que nos enfants doivent avoir une vision, nous devons les aider, et c'est nous, les parents aussi, qui devons nous demander qu'est-ce que je veux que mon enfant devienne et qu'est-ce qu'il doit faire. Maintenant, il faut accompagner l'enfant dans sa Effectivement, mais il faut reconnaître aussi que selon les réalités, les parents aussi doivent dans un premier temps s'habituer d'abord avant de pouvoir, si nous prenons par exemple le cas de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui fait disparaître plusieurs métiers aujourd'hui. Imaginez que vous avez une vision entre-temps pour votre enfant et que l'intelligence artificielle vient aujourd'hui bâcler tout cela, bafouer cette vision. Ça voudra dire que les parents doivent avoir aussi une éducation pour accompagner l'enfant, le réadapter peut-être à cette nouvelle réalité, comme vous venez de le dire. Donc, il y a des choses qui changent au jour le jour. Quand nous parlons de l'intelligence artificielle, et quelle ampleur et quel est le résultat exact chez nous actuellement vis-à-vis de nos réalités. Quand vous allez ailleurs, si vous avez la chance de traverser nos frontières et aller dans d'autres continents, dans les péages, vous ne verrez plus des employés. C'est sûr, c'est numérique, c'est la carte magnétique. Il y a beaucoup de choses qui se font automatiquement et sur le plan électronique. Maintenant, est-ce que nous aussi nous sommes arrivés à cette phase-là déjà? Je ne sais pas, je ne crois pas. Maintenant, ce que moi je dis, nos concepteurs d'applications, nos programmeurs, ceux qui arrivent à adapter des jeux, est-ce qu'ils les adaptent aux réalités de chez nous? Quand nous prenons, il suffit de prendre, ce que je dis, c'est très important. Il suffit de prendre un élève de 5e, 6e, tu lui demandes le nom de tous les grands joueurs des grandes équipes internationales. Il va te donner leur nom exactement avec leur numéro et le rôle qu'ils jouent sur le terrain. Mais est-ce qu'à l'examen, on va leur poser cette question? Qu'est-ce que ça va leur apporter dans leur vie active? Mais à côté de cela, si, d'accord, nous nous intéressons beaucoup plus aux jeux, que nous jouons des games comme ça. Pourquoi ne pas attribuer, par exemple, on prend telle équipe, on prend de tel numéro à tel numéro, les capitales économiques de nos nations, c'est-à-dire que les grandes personnalités avec leur histoire, ça veut dire qu'on peut partir de ces amusements pour apprendre, tout comme nous le faisons au temps de nos enfances, ou quand nous faisons nos jeux d'enfance comme les Jaskele, les Agbele, qui préparaient l'esprit de créativité, la résistance, le travail d'équipe, et puis le vivre ensemble, la cohésion. Effectivement. Et merci beaucoup parce que vous avez touché bien évidemment cette question de cohésion sociale, puisqu'il est aussi, il devait y avoir lieu de cette thématique ou de cette question-là. Je voudrais profiter pour poser cette question, à savoir, quelle serait donc, est-ce que vous pensez que la jeunesse ou bien les jeunes sont suffisamment conscients aujourd'hui pour cultiver la paix dans ce contexte, c'est-à-dire d'inflation ou bien d'hausse de prix et tout ça? Voilà, merci. Et je m'intéresse beaucoup à la question de la jeunesse parce que nous sommes beaucoup plus dans une fiction. Je me demande si nous sommes conscients réellement du prix que nous devons payer pour changer notre niveau de vie. Parce que nous autres, à partir de nos parents,
ils ont été déjà renvoyés à l'école pour des frais de scolarité. Bien sûr. Ils ont déjà été à l'école parce qu'il n'y a rien à manger. On les a encouragés à les y revenir. Bientôt, il va sonner l'heure. Si nous avons vécu les mêmes moments à un moment donné, et si nous devons laisser que nos enfants aussi vivent la même chose, qu'est-ce qui nous dit que nos petits-enfants ne subiront pas les mêmes choses? À un moment donné, il faut décider, briser les choses. Voilà. Et quand on nous fait croire comme si, bon, sous d'autres cieux, c'est bon, et c'est ici que ça ne fait pas bon vivre. Moi, ce que j'ai appris, dans mes émissions, toujours, je dis, depuis que moi j'ai suivi la formation, je suis suivi la rédaction, suivi l'évaluation des projets communautaires, je dis, d'autant plus qu'il y aura beaucoup de problèmes chez nous, il y aura beaucoup d'initiatives. Ça, c'est clair. Maintenant, ce n'est pas en allant ailleurs, ce n'est pas en restant sous d'autres cieux que nous pouvons résoudre ces problèmes-là. Mais quand nous parlons de la mauvaise gouvernance, quand nous parlons de la mauvaise gestion des choses publiques, quand nous parlons des difficultés que nous traversons, nous lions tout ça là aux politiques sans même nous demander quelle est notre part de responsabilité à la base, qu'est-ce que nous faisons autour de nous, nous faisons quoi à qui peut commencer par changer quelque chose autour de nous. Voilà. Ça, nous n'arrivons pas à nous poser cette question-là. Alors, la part de responsabilité, bien évidemment, qui devrait être une base sur laquelle la jeunesse devrait s'interroger pour pouvoir prendre des initiatives et voir même les choses autrement lorsque les situations se présentent. Alors, revenons-en donc à ce sujet qui me passionne, qui est l'entrepreneuriat aujourd'hui. Avant de revenir, pensez-vous aujourd'hui que l'entrepreneuriat peut être ce secteur-là qui favorisait les jeunes à ne pas se fier encore à la plainte et bien à des initiatives qui ne les encouragent pas? Tout d'abord, quand nous parlons de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus lourd. Voilà. C'est un thème que nous rencontrons en cours de chemin, au cours de nos études ou de la vie active. Et nous voulons l'appliquer à tout ce que nous faisons. Mais il faut savoir quel niveau d'entrepreneuriat vous voulez faire. Voilà. Parce qu'il y a l'entrepreneuriat high level, le niveau est très élevé. Il y a entrepreneuriat c'est-à-dire local, il y a social, il y a rural, et il y a aussi des initiatives d'entrepreneuriat qui s'autofinancent. Quand nous parlons en termes d'entrepreneuriat, nous voulons parler de la société civile. Beaucoup qui adhèrent pensent qu'il faut aller prendre des fonds des millions. Il faut aller d'abord et demander des financements pour pouvoir s'imposer. Non, ce n'est pas ça. Mais à la base, quand on te demande, selon tes besoins, selon tes charges, par semaine, tu vaux combien? Combien tu dépenses? Tu dis, je fais mes activités, je vis de ça. Certes, personne ne refuse. Mais combien tu as investi ce trimestre et ce semestre dans ton activité et combien tu as pu ressortir dedans et ça puisse faire confiance maintenant à une institution financière de t'accompagner. Ça, cette notion-là, nous ne l'avons pas. C'est pourquoi nous avons initié actuellement à notre niveau une activité avec les jeunes à la base, les jeunes qui ont des initiatives privées, des idées de projets, parce que il faut qu'on puisse les accompagner dans l'auto-éducation, la rigueur avec soi-même d'abord. Si tu ne te rééduques pas, si tu n'es pas rigoureux par rapport à toi-même dans certaines choses, on peut te donner des millions, mais ça va passer. Tu vas te demander même où sont passés l'argent. Où est passé l'argent qu'on m'a remis? Donc, normalement, nous devons nous concentrer beaucoup plus sur la culture de compétences dans ce domaine avant de nous lancer. Une entreprise n'a pas besoin que de la fabrication des produits, de la production. Une industrie, parlons des PMI, des PMI, PME, de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Mais quand tu poses la question dans ces secteurs-là, la plupart sont des artisans, on n'a aucune idée de ce qu'on a investi depuis le début d'année jusqu'alors. On n'a aucune idée de ce qu'on a fait sortir. Il n'y a aucune traçabilité des charges. Mais comment on peut te faire confiance pour t'accompagner justement? Les structures sont là. Mais il faut maintenant revenir à prendre ces notions-là d'abord. Ce que toi tu sais faire, tu sais bien fabriquer des chaussures, des jolies chaussures. Personne n'en disconvient. Mais ce n'est pas parce que tu sais bien fabriquer que sans le monitoring, le management et la gestion des ressources autour de toi, tu peux bien vendre. Il faut le marketing. Est-ce que tu as fait une formation en marketing? Donc, c'est le tout. L'entrepreneuriat, c'est le tout.
Je pense que c'est bien évidemment, cela vient, votre intervention vient à point nommé pour déjà ces jeunes-là qui suivent cette émission, de comprendre en réalité la portée de ce que nous sommes en train de dire. Et ces éléments-là, je pense que ce sont des richesses pour nous, parce que ce n'est pas, avec des informations qui pullulent aujourd'hui, ce n'est plus très facile d'accéder à ces genres d'informations, surtout pour savoir qu'il y a ces initiatives qui existent, il y a ces domaines qui existent, qui recherchent même des gens, comme l'exemple que vous venez de donner. Alors, je pense que cette émission, c'est une grande richesse pour nous, parce qu'on a appris et on va continuer par apprendre. Merci infiniment. Pour les jeunes conscients, justement. Merci. Pour les jeunes qui ne sont pas là, les jeunes mendiants, oui. Les jeunes qui attendent vivre de la poche des autres. Voilà. Vous voyez, quand vous voyez certains jeunes, vous ressentez le besoin de les aider. Oui. Et vous ne pouvez que les aider. Voilà. Par contre, d'autres, mes amis, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, à un moment donné, prenons conscience de ce que nous voulons faire, oui. Et cherchons d'abord à aller à l'école de ce que nous voulons faire. Ce n'est pas parce qu'on voit l'autre le faire réussir que nous pouvons le faire et réussir aussi. Effectivement. Ça dépend du background de la personne, de ses expériences antérieures et de ses formations, parce que chaque jour est pour nous une formation. Okay. Chaque expérience que nous faisons, d'accord. Et on cherche à monnaie tout ce que nous faisons immédiatement sans toutefois réfléchir et penser à ce que nous gagnons en le faisant. Oui. Est-ce que vous voyez? Et on n'y met plus la passion, mais on veut toujours monnaie. Voilà. Ça ne marche pas. Merci, chers téléspectateurs. Nous étions en train de parler de la cherté de la vie actuelle, les enjeux et défis, et quelles en sont donc les responsabilités, surtout des jeunes, pour une paix durable. Nous avons touché la compréhension vraiment de cette thématique, de comprendre en réalité la cherté de la vie dans notre contexte actuel. Eh bien, les raisons ou bien les principaux facteurs qui peuvent être à la base. On a touché également les impacts que cette cherté peut avoir sur notre jeunesse d'aujourd'hui et ce en quoi cette cherté peut constituer une menace pour la paix sociale si les jeunes ne savent pas bien s'y prendre. Et bien sûr, on a continué par défier donc ces pensées de ces jeunes-là qui doivent être conscients ou bien conscientes de leur rôle dans le maintien de la paix dans ce contexte de discussion. Alors, les attitudes ou comportements, je pense que le DG nous a fait part de ces éléments de la part de la jeunesse. Mais avant de pouvoir finir avec nos éléments du jour, on a déjà touché le point de l'entrepreneuriat. Alors, comment est-ce que les jeunes peuvent aujourd'hui faire leurs réclamations? Selon vous, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la prise de leur initiative, surtout pour favoriser leur insertion et surtout pour une paix durable? Non, je pense que c'est une question de responsabilité. Ouais. Si nous nous retrouvons plutôt beaucoup plus responsables dans ce qui nous arrive, il est très difficile d'accuser les autres de ce qui nous arrive. Et pour recadrer très rapidement, comme vous l'avez dit, quand nous disons la cherté de la vie et nous parlons de la paix durable, ça voudrait dire que nous voulons interpeller la jeunesse actuellement que nous avons besoin, nous avons urgence d'ailleurs et obligation de nous engager dans des initiatives privées au lieu toujours d'être dans les j'ai l'honneur. De continuer par écrire les j'ai l'honneur. Une phrase fameuse. Oui, j'ai l'honneur. Parce que pourquoi je dis ça? Actuellement, même l'État, quand nous prenons au niveau de l'État, combien sont des fonctionnaires d'État? Vous avez une idée? Pas totalement. Faites des recherches. Ils ne peuvent pas dépenser 70 000. Faites l'enquête. Maintenant, si nous avons même 100 000 qui sont dans la fonction publique, la fonction publique. Et nous, notre formation que nous faisons aujourd'hui, c'est de faire pour aller travailler dans la fonction publique. C'est compliqué. On va devoir attendre pendant combien d'années? 30 ans. Maintenant, s'il est 30 ans, il y a d'autres qui ont fait 30 ans, mais ne sont pas encore partis, maman. Maintenant, si nous sommes de plus de 8 millions d'habitants, et il n'y a même pas 1 million qui est employé dans la fonction publique, et nous faisons nos formations pour avoir accès, notre esprit est dans la fonction publique. Quand est-ce que nous allons démarrer? Nous allons finir nos études bientôt. D'autres en ont reçu avant nous. D'autres viendront encore prendre ça. Maintenant, quand est-ce que nous allons commencer par travailler? Il faut plutôt rentrer dans l'initiative privée. Si vous n'avez pas les moyens, demandez comment puis-je commencer, comment puis-je arriver. Si nous traînons toujours sur le fonctionnariat, les demandes d'aide, les soutiens, la comparaison d'ici, d'ailleurs, ici,
il faut comprendre que la cherté de la vie n'a même pas encore commencé. Alors, parce merci. qu'à côté de cela, d'autres qui prennent des risques, des initiatives clés pour apporter un plus à leur communauté, Oui. et à partir de ces initiatives, ils s'enrichissent. Oui. Si tu as les moyens, tu ne peux pas parler de la cherté de la vie. Moi, mon âge actuellement, quand je sors, j'ai honte par rapport à ma promotion parce que Oui. nous avons appris à beaucoup trop attendre des autres au lieu de nous engager dans les choses les plus élémentaires Oui. pour commencer par gagner notre vie. L'autre, nous plaignons trop de nos diplômes et on pense que certains travaux sont d'une bassesse régulière Et dont que cela ne correspond pas à notre niveau. à notre niveau. C'est une erreur. L'argent n'a pas de couleur. Ok. L'argent n'a pas de couleur, Merci. mais il faut essayer de faire tout ce que tu peux faire Oui. de manière saine Oui. et gagner proprement ton argent et savoir aussi quelles sont tes limites selon ton niveau de vie. Voilà. Quand tu vois quelqu'un qui roule dans une bagnole de 60 millions, de 70 millions, toi tu as 25 ans, tu as envie d'acheter la même voiture, pourtant c'est ton papa de 60 ans. Oui. La différence là, c'est quoi? Commence par faire ce que tu dois faire pour arriver à acheter la même voiture à son âge donné. Maintenant, quand tu es trop pressé, tu vas rentrer dans des choses pas possibles et finalement tu ne vas plus te retrouver. Mais conscientisons, nous demandons nos rêves que nous avons, Effectivement. par où nous devons commencer Oui. et qu'avons-nous fait jusqu'ici et qu'est-ce qu'il reste à faire pour l'atteindre. Merci C'est très infiniment. important. Merci. Quels sont nos rêves? Par où est-ce que nous devons commencer ces rêves? Quelles sont les choses à faire? Et quelles sont les choses que nous devons continuer par faire? Alors, je vais quand même profiter pour prendre un dernier mot pour pouvoir, parce que vous avez tellement enrichi cette discussion de ce soir. Et je pense que nous sommes bien conscients. Et bien sûr, comme vous l'avez précisé, les jeunes conscients vont profiter et prendre les éléments essentiels pour pouvoir construire leur évolution, leur développement. Alors, permettez-moi de prendre quelques mots, derniers mots, pour pouvoir finir avec la section. D'accord, merci beaucoup. Et je tiens toujours à revenir pour dire que il faut se faire cultiver, il faut aller vers la recherche des compétences, il faut aller vers les informations. Nous sommes sous-informés et nous aimons trop agir sur des rumeurs que nous attendons sans aller à l'origine de l'information pour vérifier réellement ce qu'on nous dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne. Et pourquoi je dis cela? Parce que de toute façon, nous devons comprendre une chose. Personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place. Nous devons nous engager et commencer par nous demander qu'allons-nous faire. Mais quand nous pensons qu'il y a un climat, il y a une situation qui doit changer avant la nôtre, aujourd'hui nous sommes au 30 juin 2025. Le 30 juin 2025 ne reviendra plus jamais dans l'histoire de l'humanité. Donc chaque chose que nous ratons, nous la ratons à jamais et ça ne reviendra plus jamais. Donc essayons de voir qu'est-ce que nous pouvons saisir, qu'est-ce comme opportunité, comme occasion, qu'est-ce que nous pouvons commencer par faire et qu'est-ce que nous pouvons gagner d'ici 5 ans, 10 ans si nous avons commencé à un petit début au lieu de dire non, les diplômes oui, mais après le diplôme, qu'est-ce que nous devenons? C'est très important. Voilà. Donc, merci infiniment à notre invité, M. Oglo-Koma, qui bien sûr a non seulement été dans la thématique pour nous éduquer, nous aider, mais nous a fait égayer d'autres éléments de réponses qui nous ont aidés aujourd'hui, bien sûr pour ceux qui sont conscients et celles qui sont conscientes, d'upgrader, de grandir davantage. Merci de toujours rester avec nous dans cette thématique très cruciale aujourd'hui, la cherté de la vie actuelle, les enjeux bien sûr et défis, quelle responsabilité des jeunes pour une paix durable. Merci de toujours rester avec nous sur nos différentes plateformes et sur nos sites d'information. On va en revenir sur d'autres thématiques qui vont nous aider de comprendre en profondeur parce qu'il est là pour nous et nous devons en profiter. C'était Richard Besson. À très bientôt pour un nouveau numéro de Paix et Citoyenneté. C'était Paix et Citoyenneté sur RTJVA. Rappelez-vous, la paix commence par vous. Engagez-vous, sensibilisez autour de vous et faites la différence. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, restons ensemble, citoyens du changement.